On va enchaîner avec la suivante, avec Sébastien, qui va vous présenter l'évolution de la relation humain-cheval tout au long de la vie du cheval. Juste vous expliquer un petit peu la démarche. L'idée, c'était de voir un peu l'évolution de la relation entre l'homme et le cheval en termes concrets, parce que moi je fais que ça, du concret, entre l'homme et le cheval durant toute sa vie. Et au début, je me suis dit, bon, je vais pouvoir faire ça. Et plus j'ai avancé, plus c'était complexe. Parce que c'était tellement de ramifications entre le début le début de vie et la fin de la vie du cheval, et différentes options, entre guillemets, que j'ai eu du mal à trouver une chronologie. Je vais essayer de m'attarder à voir la vision du cheval. Alors, je ne suis pas plus légitime qu'un autre, si ce n'est que bon, j'ai dû éduquer, j'essaye de bannir le mot débourrage de mon vocabulaire. C'est un peu comme break a horse en anglais. Donc je dis éducation, mais plus de 2000 chevaux. Et puis j'ai été rééduquer des chevaux dans à peu près toutes les disciplines, et à haut niveau, et aussi en loisir. J'ai commencé par des chevaux de vannerie, donc des chevaux de chasse à courre, qui étaient rééduqués. En fait, c'était des chevaux de course qui étaient rééduqués pour faire des chevaux de vannerie. Et du coup, je connais un peu le milieu pour avoir présenté des chevaux à ces gens-là. Il y avait un peu de tout, mais il y a des équipages qui sont très sérieux, avec des chevaux qui étaient travaillés pendant la semaine. J'étais assez surpris d'ailleurs, et qui faisaient du très bon travail. Pour le cheval, je n'ai pas trouvé ça. Alors c'est intense parce que c'est on-off. Juste pour faire un petit aparté sur la chasse. Parce que on y va, stop, on attend le gibier, on y retourne. Des fois, ça peut être un peu intense. Mais par contre, le cheval, en compagnie d'autres chevaux, l'équitation n'est pas forcément peut-être ce qu'il y a de le mieux en termes techniques. Mais c'est dans la nature, il est avec d'autres copains. En général, ils sont en vie extérieure, en groupe. C'est pas si mal. Alors d'habitude, je commence avec une petite phrase référence ou de Baucher ou de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, non, je savais pas trop quoi mettre. Et en fait, je me suis dit, mais on est quoi pour le cheval, ou comment il peut nous percevoir? Alors c'est non exhaustif, hein, j'ai rempli les blancs. Mais je pense pas qu'il y ait un sport où on peut dire ça, en fait. Je me suis rendu compte en le faisant. Où tout ça peut être vrai. Alors, il y en a une bonne partie hein, pour beaucoup de sports, mais où on peut être un enfant et un bourreau, je pense pas. Mais c'est le cas. Alors, ça se discute hein, chez toi. Moi, moins. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont des chevaux et qui voient leur cheval de façon complètement différente. Donc, du coup, ça influe la relation qu'ils vont avoir avec le cheval, en général son milieu de vie, son éducation et ses interactions avec le propriétaire en question. Alors, voilà un petit peu comment j'ai mis la chronologie. Je vais parler un petit peu des conditions prénatales et de naissance, parce que on en a déjà parlé un petit peu avec ta présentation. Et moi, j'ai eu des expériences assez troublantes là-dessus, donc je vais quand même en parler parce que ça conditionne la vision que le poulain a de l'homme après. Je vais vous raconter la petite histoire. On avait une jument qui produisait bien des chevaux de dressage. Et les chevaux, je crois que j'ai éduqué 3 ou 4 poulains de cette mère-là. Et après, elle est passée en transfert d'embryon. Et avant, les poulains étaient très difficile, manquait de confiance, j'avais beaucoup de travail de mise en confiance et de désensibilisation à faire. Et quand elle est passée en transfert d'embryon, rien à voir. Les poulains étaient, on va dire, normaux. Et du coup, après réflexion, après discussion avec le responsable d'élevage, s'est aperçu que la jument, elle était jamais en troupeau avec les autres, elle courait tout le temps. Les poulains couraient tout le temps, enfin, elle était stressée toute la journée, quoi. Donc il y a quand même, avant la naissance, déjà des prédispositions, et après, pendant l'éducation, il y a des phénomènes de mimétisme aussi qui ont été bien mis en... pardon, hop. Et donc après, on va faire un petit point sur l'élevage, parce que là, c'est assez similaire, on va dire, la relation qu'a l'homme avec l'éleveur. Il y aura toujours des exceptions, et peut-être avec les questions, on pourra en parler. J'ai essayé de suivre une ligne à peu près droite, mais c'est très difficile. Le sevrage, qui est quand même un moment charnière où le poulain va être et en demande et va subir la situation.
alors ce que j'ai appelé l'orientation domestique, parce que j'ai pas trouvé d'autres termes, enfin, on en a parlé hier, mais c'est le moment, même si le poulain va être prédisposé génétiquement à faire telle ou telle discipline, mais c'est plutôt le moment où, effectivement, on va se dire, ça y est, on l'oriente vers ce dont on attend de lui. Encore une fois, il n'a pas trop le choix. Et ensuite, donc, la période d'éducation et de travail, de construction mentale et physique pour les disciplines auxquelles on doit s'attendre. La maturité, parce qu'il y a quand même une phase de maturité, où là, ça va moins changer pour lui, où il va être, entre guillemets, toute son éducation est faite, où il va répéter. Et la retraite et la fin de vie. Voilà. Donc, les conditions prénatales naissance, je vais essentiellement parler de la mère, je vais pas aller beaucoup, trop dans le détail, mais globalement, ça dépend du tempérament intrinsèque de la mère et de l'état émotionnel de la mère pendant qu'elle porte le poulain. Alors, dont l'exemple que je vous ai donné. Alors, ça n'a rien à voir avec le foal pour l'instant, mais ça conditionne quand même grandement à l'état émotionnel du poulain à sa naissance. Alors, juste pour quelques chiffres de naissance, hein, en France, en tout cas, on a 53 000 tout confondus. C'est une évolution qui est plutôt tendance à monter. Et vous voyez, les chevaux de sport sont en nette progression. Sport loisir, hein. Alors, après, la proportion entre le sport et le loisir, je ne l'ai pas. Mais en plus, l'année Covid est pas très représentative, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis les juments à la reproduction pendant l'année du Covid. Donc voilà, c'est juste quelques petits chiffres. Et alors, dans le comportement, va y avoir donc des situations négatives vis-à-vis de l'homme et positives, bien sûr. Alors, si on se limite à l'apport de nourriture, elle est en général tout le temps positive, hein, sauf compétition alimentaire avec d'autres chevaux, mais le rapport avec l'homme est plus ou moins positif. Avant ça, il a fallu construire le poulain. Donc il y a tout l'aspect gynécologique, ou en naturel, ou transfert d'embryon, ou insémination, etc., qui amène des situations plutôt, je vais dire, plutôt négatives de ce que moi j'ai vu. Après, forcément, quand on m'appelle souvent, c'est qu'il y a des problèmes. Quand tout va bien, on m'appelle pas. Donc voilà, mais c'est vrai que pour une jument, toutes ces situations-là, elles sont pas quand même très positives de nature. Après, avec l'habituation, et si c'est bien fait, on peut avoir des situations qui sont en tout cas neutres. Et la présence de l'homme pendant la naissance, elle peut être là. Entre, si on fait le grand écart, une naissance au pré et une naissance au box où on a besoin d'aider la jument à mettre bas, tout de suite, on a une forme d'imprégnation. D'ailleurs, le docteur Miller, je ne sais pas si vous connaissez le docteur Miller, est décédé il n'y a pas si longtemps. J'avais suivi une de ses conférences il y a longtemps sur l'imprégnation, qui maintenant on sait que c'est négatif, hein, et je l'ai vu aussi sur les animaux sauvages. Mais il avait le mérite d'en parler, et c'est une réalité que les gens faisaient peut-être sans s'en apercevoir, surtout quand on perd la mère et qu'il faut biberonner, par exemple. Donc là, tout de suite, si par exemple, si on prend le grand écart entre le poulain qui naît au pré au sein d'un troupeau et le poulain qui perd sa mère à la naissance qu'on doit biberonner, tout de suite, le poulain va être conditionné et va percevoir l'homme de façon complètement différente. Ça sera presque un inconnu pour le cheval qui est né en liberté, alors que quand il va être imprégné, je ne sais pas trop comment il peut percevoir l'homme, mais d'une façon biaisée, ça c'est certain. Et après, les soins. Alors, on en a parlé un petit peu, mais les soins, c'est quelque chose, en tout cas dans le sport, dans les courses ou dans les naissances qui se font au box, très surveillées, on va dire, où on est obligé d'intervenir très rapidement pour faire un antitétanique, pour faire passer le méconium, etc. Donc là, forcément, c'est une interaction négative pour le poulain. Alors, plus, c'est ce que je dis moi au personnel d'élevage, je dis, plus vous allez le faire vite, mieux c'est, parce que voilà, il faut le faire. Après, je n'ai pas trouvé de solution. Alors oui, il y a la prise du poulain, hein, on en a parlé un petit peu. Si on serre tout le temps le poulain, ça va forcément mettre plus de pression dessus. Il y a des façons de le faire, avoir des positionnements, etc. Mais l'idéal, c'est que ça aille vite. Mais en tout cas, tout ça, ce sont quand même des interactions qui sont déjà négatives pour le cheval avant qu'il ait commencé quoi que ce soit. Et comme les études l'ont prouvé, et là je vais parler plus de l'élevage, mais en tout cas,
comme la photo en bas à droite. Ce qui fonctionne le mieux, c'est que la mère ait une vision positive de l'homme. Donc ce qu'il faut faire, pour que ce soit le cas, c'est s'occuper de la mère, multiplier les expériences positives avec la mère en présence du poulain, sans plus ou moins s'occuper du poulain. Et c'est là où le poulain va effectivement explorer, venir au contact un peu plus. Et toutes les expériences et les études scientifiques le prouvent maintenant, donc voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors il y a toujours un conditionnement environnemental. Alors en élevage, en général, c'est quand même dans des prés. C'est pour ça que je vous dis que le fil reste à peu près le même. Alors quand je mets extensif domestique, quand je dis extensif, c'est donc une pâture sans clôture, si je vais prendre les deux extrêmes à chaque fois, une pâture sans clôture en totale liberté. Alors ça, j'ai vu ça un petit peu aux États-Unis, j'ai vu ça même en France un petit peu, où on les regarde à la jumelle. Donc là, il n'y a pas d'interaction avec l'homme, ou très peu. Donc forcément, il n'y a pas d'interaction ni positive ni négative, puisqu'il n'y en a pas du tout. Et après, au milieu domestique, c'est-à-dire le poulain et la mère sont au box, sont rentrés ou des fois pas sortis, mais parfois sont sortis le matin et rentrés le soir, où là, il y a déjà une interaction directe avec la mère, et parfois tout de suite avec le poulain. Parce qu'il y a des poulains qui sont menés dès la naissance, bras dessus, bras dessous, à côté, ou encadrés, peu importe. Donc là, c'est pareil, on sait que ça a plutôt un effet négatif à terme. Mais même si ça se passe bien, même si les poulains... Parce que moi-même, je l'ai fait, on m'a demandé, parce que parfois ça pose des problèmes, mais du coup, le poulain se défend, alors que si on n'y avait pas touché, ça n'aurait pas été le cas. Et donc là, il faut résoudre un problème qui est déjà... alors qu'il n'y avait pas de problème à la base. Mais c'est sûr que ça reste négatif pour le poulain. Et l'alimentation, parce que l'alimentation va jouer un rôle quand même en termes de compétition alimentaire entre les individus, mais aussi parce que l'homme va quand même amener quelque chose de positif, donc il va être perçu s'il vient que pour nourrir. En général, les soigneurs, ils sont plutôt bien perçus, c'est-à-dire ceux qui arrivent et qui donnent le grain, le foin, même l'agriculteur qui va déposer la balle de foin, il ouvre la clôture, il pose la balle de foin, il s'en va. Rien de négatif pour le cheval, plutôt positif. Et après, les conditions sociales. Alors, bon, c'est pareil, je ne vais rien vous apprendre, mais on sait que voilà, les expériences multiples sociales, c'est-à-dire dans un troupeau, vont être plutôt des interactions positives entre eux, et du coup, comme tu l'as dit, ils vont être propices à un meilleur apprentissage, à une meilleure vision de l'homme, etc. Après, il faut quand même que l'homme soit introduit là-dedans, parce que s'il est complètement en extensif, il n'y a pas d'interaction du tout avec l'homme, donc ça sera de la nouveauté. Et en général, ça commence par la méfiance. Un poulain qui vient de naître, si vous ne l'avez pas touché, vous rentrez dans le box ou peu importe dans la voiture, sa première idée, c'est quand même de se cacher derrière sa mère, si la mère est neutre, on va dire, vis-à-vis de l'homme. Et ça, je pense qu'on peut dire que c'est de l'épigénétique, que ça lie plutôt au tempérament, si c'est le cas. Et alors l'isolement, ça, c'est plutôt à bannir, mais ça peut arriver pour des raisons médicales. Donc là, encore une fois, s'occuper de la mère va être le meilleur levier dont on va disposer. Mais s'il y a une récurrence des soins qui sont un peu invasives, etc., c'est très difficile de faire du renforcement positif avec un poulain. Par contre, une fois qu'ils sont quand même au contact de l'homme, et c'est souvent le cas quand on prodigue des soins quotidiens, il y a quand même des points de gratte qui sont plus faciles à obtenir, où vous allez avoir des attitudes faciales positives assez rapidement. Donc si vous associez ça avec des soins ou quelqu'un qui gratte pendant que l'autre fait les soins, vous allez arriver quand même à avoir un rapport qui ne sera pas trop négatif avec je dis pas trop négatif parce que, et ça pour l'avoir vécu aussi, des poulains qu'on a soignés pour X ou Y raison, qui étaient très proches de l'homme, où on n'avait pas de problème ni pour l'y coller, ni pour les toucher partout. 2 ans plus tard, quand je les récupère, ils ne sont pas plus proches de l'homme et ils ne sont pas plus simples. Donc voilà, ça vaudrait le coup de faire, mais il n'y a pas assez d'individus pour faire des études là-dessus. Et en plus, en général, quand ils sont en soins, on n'a pas trop envie qu'il y ait des gens qui regardent ce qui se passe. Donc, voilà. Et alors, l'éducation, les soins, j'y viens parce que ce sera à chaque étape, finalement, de l'évolution du cheval, on va avoir ces phases-là, systématiques. Une phase d'éducation, alors des fois c'est de l'éducation passive,
C'est-à-dire que le fait d'être là, de vouloir passer quelque part, sachant si le cheval est sur votre chemin ou pas, de le pousser ou de le contourner, c'est déjà de l'éducation pour lui. C'est un choix que vous faites, mais pour lui, c'est un apprentissage. Et les soins, bah, voilà, il y en a plus ou moins, ne serait-ce que vétérinaire, vaccin, puce, identification, on en a parlé un petit peu, différentes techniques pour identifier les poulains du mieux qu'on peut. Mais toutes ces interactions-là vont être forcément avec des fréquences plus ou moins répétées. Et alors les motivations du cheval, c'est exactement ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelles sont les motivations du cheval. Parfois c'est très difficile d'en trouver, hein, parce que la motivation n'est que pour l'homme. Hein. Et donc, alors quand on a la possibilité d'alimenter le cheval, ça quand même reste une motivation pour le cheval, hein, s'alimenter. Et après d'avoir des contacts positifs éventuellement si vous avez pu les mettre en place. Mais globalement, l'élevage, il n'y a pas de contraintes physiques. Souvent, et c'est là que la rupture se fait un petit peu entre les praticiens qui manipulent, qui travaillent les chevaux, et les éleveurs qui sont des soigneurs. Parce que, et ça, alors, par expérience aussi, souvent, quand on emmenait les chevaux, le personnel d'élevage du haras me disait tu verras, celui-là, il est super, il est cool, il est facile. Celui-là, là, je reste poli, hein, celui-là, il est stupide, il comprend rien. Et souvent, pour moi, j'avais l'analyse inverse. C'est-à-dire que celui qui était cool pour eux, bah, c'est celui qui bougeait moins ses pieds. Forcément, c'est plus pratique. Il se laissait caresser. L'autre, c'était celui qui était le plus craintif, qui était le plus sensible, mais qui, pour moi, à terme, allait être le plus focus sur l'apprentissage, le plus performant, et souvent aussi, pour le sport, le plus performant. Alors, le sevrage, je ne vais pas m'étendre trop dessus, parce que c'est pareil, c'est assez documenté maintenant. Il y a différents types de sevrage, mais c'est aussi lié quand même aux conditions environnementales, parce que si vous avez une mère, un poulain, et que vous le sevrez, ou vous avez un troupeau de chevaux, et que vous devez tout sevrer en même temps, ça va forcément pas être la même interaction sociale dans le troupeau, la même contagion sociale non plus, que si vous avez une mère, un poulain. Et donc là, on revient à ce que je disais tout au début, c'est-à-dire comment la mère perçoit l'homme. Donc quand je dis extensif, c'est quand on a des troupeaux qui sont et qu'il va falloir séparer. Alors si les mères ne sont pas manipulées, si les faules ne sont pas manipulées, pour l'avoir vu, c'est quand même grosso modo une catastrophe. Hein. Parce que là, il y a du stress de partout, les mères sont stressées, les poulains sont stressés, c'est vraiment quelque chose à bannir. Et au milieu domestique, si on prend les extrêmes encore, c'est-à-dire une mère rentrer tous les soirs, manipuler tous les soirs, où c'est que vous mettez le poulain? C'est-à-dire qu'on va l'isoler encore, et ça, c'est pas mieux. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les 15 jours qui vont suivre le sevrage vont être propices à l'apprentissage, par manque de contacts sociaux essentiellement, mais c'est ce moment-là qui est à privilégier pour l'éducation. Pour ce qui est du sevrage en lui-même, si on prend un sevrage brutal, c'est-à-dire on prend le foal, on l'enlève de la mère, on le met ailleurs, ou si on fait un sevrage progressif, alors il y a plusieurs types de sevrage progressif, mais si, en tout cas dans toutes les études qui ont été faites, les plus récentes, ce qui est le plus avantageux, c'est de rajouter un partenaire social avec le foal bien avant le sevrage. Bon, je ne sais pas combien de temps c'est le mieux, mais moi je dis toujours entre 1 et 3 mois, ça serait bien. Après, voilà, il y a bien sûr des contraintes structurelles, économiques. Ça, je ne vais pas passer là-dessus, mais en fonction des bâtiments dont vous disposez, des terres, de la surface, de la météo, etc., c'est plus ou moins faisable. Mais globalement, rajouter un partenaire social, c'est-à-dire un autre individu qui a l'habitude des contacts sociaux aussi, qui ne soit pas un retraité je dis une bêtise, mais un cheval de dressage qui n'a jamais rien vu et qu'on va mettre au pré avec des poulains, ça c'est une mauvaise idée. Mais si par exemple, si vous avez un cheval qui a vécu en troupeau, vous mettez avec les mères et les poulains, ils vont avoir des contacts sociaux entre eux et vous allez retirer la mère à ce moment-là quand ils seront bien intégrés. Le poulain n'a pas de changement environnemental, il a un référent pour lui, un partenaire privilégié en tout cas, ou plusieurs même, si vous avez plusieurs chevaux. Et c'est ce qui va le mieux en tout cas. Et là, le rapport à l'homme à ce moment-là, c'est pareil. Dès le moment où vous allez
Retirer la mère quand ils sont quand même bien intégrés avec les partenaires privilégiés, j'ai vu, et franchement, des fois, le poulain s'en aperçoit même pas. Mais il va s'en apercevoir, mais c'est pas lié à l'homme, a priori. Par contre, quand il y a forcément la manipulation, où on est obligé de faire de la contention, donc là, c'est encore un rapport négatif avec l'homme. Et là, déjà, si on avait fait un tableau en cochant et en ajoutant un rapport négatif, un rapport négatif, un rapport positif, j'ai voulu le faire, en fait, mais j'ai arrêté parce que c'était pas très positif. Parce que du coup, on accumule ce genre d'expérience qui n'est pas forcément positif pour le cheval. Donc c'est là de la réflexion à faire pour l'avenir, ou en essayant de provoquer ces situations qui sont positives. Là, vous voyez la jument dont je vous parlais, là, que mon cheval appelle, là, c'est elle qui est en bas à gauche. Une jument que j'avais élevée pour des raisons XY, je me suis retrouvé avec un poulain. Je ne suis pas éleveur, moi. Je l'avais intégré dans les troupeaux du Haras. Et par contre, je m'en étais occupé un petit peu plus précisément que les autres. Et j'avais bien vu la différence quand même. Mais par contre, j'ai fait 3 séances de 10 minutes au sevrage. C'est tout ce que j'ai fait. 3 jours de suite, 3 séances de 10 minutes. Et après, elle a vécu une vie d'élevage, c'est-à-dire avec d'autres chevaux, multiples, parce que j'ai bougé entre-temps. Et elle allait voir le maréchal quand il y avait besoin, elle était transportée quand il y avait besoin. J'ai jamais eu besoin de m'en occuper après. Je l'ai repris à 3 ans quand on l'a débourré. Et ça s'est très bien passé. Pourtant avec un papier et une mère très compliquée. Et donc là, c'est pareil. Donc là, les conditions sociales, j'en ai parlé. L'isolement, c'est toujours à bannir parce que en plus, ça va être... là, vous le voyez en bas, hein, 10% des poulains développent des stéréotypies 1 mois après le sevrage. Donc ça, c'est des statistiques. Et si l'isolement est forcément un facteur aggravant, donc il n'est jamais souhaitable. Et l'éducation, les soins, comme je dis aux éleveurs, je dis une fois que si vous avez fait l'éducation au sevrage, un peu d'éducation, qu'est-ce que j'entends par éducation? C'est, pour moi en tout cas, hein, c'est je peux toucher le cheval partout et que ce soit plutôt agréable pour lui. Je peux lui prendre les pieds parce que si le maréchal, et il comprend qu'il doit les donner, hein, c'est pas lui arracher les pieds, on lui fait donner les pieds, parce qu'on doit corriger des aplombs. Il n'y a pas de mauvais rapport avec le vétérinaire. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que quand vous commencez à faire des piqûres, forcément, c'est pas agréable. Si vous arrivez à faire en sorte que ça se passe bien sur ces moments-là, et ben à ce moment-là, le mieux, c'est de lui foutre la paix et d'éviter toute manipulation, je dirais même. À moins que vous soyez un grand professionnel et que vous ayez l'habitude de manipuler des poulains. Mais globalement, le poulain est quand même plus réactif qu'un cheval âgé. Hein. Donc, vous risquez plus d'erreurs que de bonnes pratiques. Et après, voilà, essayer de trouver une motivation, par contre, pour être au contact de l'homme. Encore une fois, il y a l'alimentation, mais si vous avez mis en place avant voilà, des petites gratouilles, ce genre de choses, quand vous allez au pré, rien ne vous empêche quand même d'avoir des interactions qui seront positives après pour la suite, et qui le sont déjà parce que vous l'avez mis en place auparavant. Alors voilà un petit peu où on arrive, où là ça se complique. Parce qu'on a quand même des utilisations précoces. Donc quand je dis utilisation précoce, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des ventes aux enchères de foal. Alors là, c'est un bouleversement hein, pour le poulain, hein, clairement. Vous le sortez du pré avec sa mère. Là encore, la mère, forcément, comme on l'a vu pour le transport ce matin, eh ben, y a un stress, donc ils veulent communiquer au poulain. Et malheureusement, ça se voit encore, et ça, je trouve ça aberrant, c'est-à-dire qu'après la vente aux enchères, quand la mère est présente avec le poulain, et ben souvent l'acheteur il veut le poulain mais il veut pas la mère, donc qu'est-ce qui se passe? On sèvre le poulain sur le concours, et ça arrive encore trop souvent. Je pense que ça devrait être interdit, et moi ça j'en ai vu parce que j'ai des clients qui ont acheté ce genre de poulain après, et c'est une catastrophe. Ils font des ulcères systématiquement, ou pas systématiques mais quasi. Donc il y a ça, donc ça c'est pour le poulain qui serait vendu aux ventes. Alors si la mère est vendue avec, c'est pas plus mal, presque. Mais souvent, c'est de plus en plus le cas, c'est des porteuses. Donc après la porteuse est rentrée. Alors là, on va pas faire l'état des lieux mental de la porteuse, hein, mais globalement, c'est compliqué aussi pour elle. Donc ça, c'est le poulain. Après, vous avez là en bas à droite des yearlings. Donc là, c'est plus pur sang,
et dans le trot, mais je connais moins le trot, mais je pense qu'il y a des ventes aussi de yearling. Donc là, il y a une préparation qui est quand même relativement intensive en termes alimentaires. Et je discutais avec un veto spécialisé dans les pur sang, parce que j'en ai fait quelques-uns, alors pas des préparations, mais on en a acheté pour le hara, donc je les ai reçus à la maison. Et j'étais offusqué parce que je dis mais ça va pas, il mange pas son foin. J'en ai scopé un, je lui envoie les images, il me dit oh ben non, c'est normal, 95%. Ok, bon, eh ben, c'est comme ça en fait, hein. Mais forcément, on a une fractionnement des repas pour qu'ils soient très musclés, on les marche beaucoup, il faut qu'ils soient beaux. Mais là, on arrive dans un spectre social. Qu'est-ce que ça on appelle beau pour pouvoir vendre un yearling 2 400 000? C'est sur la représentation qu'on s'en fait, de la façon dont il marche, etc. Mais en tout cas, pour lui, le rapport là, positif est compliqué. Alors, vous pouvez faire de l'éducation et faire de la préparation, hein. Moi, je l'ai fait, le 3 ans en bas, là, pour ceux qui connaissent un peu le complet, c'est Fibonacci de l'ESSAC, HDC maintenant. Je l'avais préparé à 2 et 3 ans pour les étalons. Mais on peut le faire de façon éthique, mais ça reste difficile pour eux. Parce que précocement, ils vont être séparés, précocement, ils vont être séparés de leurs conditions d'élevage. Et forcément, il y a aussi la précocité physique à prendre en compte et l'alimentation adaptée. Le changement environnemental, il est souvent assez brutal. Alors, sauf dans certains cas, nous on avait la chance quand même au hara d'avoir toute la chaîne élevage, éducation, sport sur place, au moins jusqu'à 7 ans. Mais c'est rarement le cas. Alors, parfois, et notamment pour le loisir, les chevaux sont achetés en général à 1, 2 ans ou 3 ans, mais donc en période d'élevage, et ils arrivent dans leur version, dans la maison définitive presque. Alors je ne vous parle pas de chevaux qui ont été revendus pour X ou Y raison, de boiteux, de visites qui ne passent pas, parce que sinon on va aller dans des spécificités qui sont un peu compliquées. Mais voilà, donc c'est peut-être le moins pire parce qu'il va tout de suite arriver dans son environnement final. Et on va pouvoir, si on lui laisse le temps, l'éduquer progressivement à ce qu'il doit faire. Quand ça reste pour faire du sport, de la course, ce que je connais le plus, hein, il va prendre l'entraînement tout de suite quasiment, enfin, on va en parler, la période de débourrage, avant de bouger encore. Donc ça ne sera jamais son environnement définitif. Alors il y a une discrimination, une stérilisation aussi, parce qu'on a un mâle, est-ce qu'on le garde entier, est-ce qu'on lui fait faire les étalons? C'est pour ça que j'ai mis la petite photo en bas. C'est une jument, elle a 2 ans, elle a une forte potentiel génétique, est-ce qu'on la met à la repro? Ça arrive aussi. Donc c'est à ce moment-là qu'on va décider un petit peu de je vais dire presque une carrière sexuelle, parce que si on décide que ça va être l'étalon de demain, eh ben, il va falloir le préparer pour ça. Si c'est une jument qu'on va utiliser en termes de valeur génétique, il va falloir voilà, la regarder en gynéco, et éventuellement tirer des embryons, ou la faire porter, etc. Donc là, ça va être pareil, c'est un changement d'orientation assez drastique. Et souvent, quand on parle des étalons, on a tout de suite un isolement social. Donc très difficile à avoir. Alors pareil, on avait la chance d'avoir des troupeaux d'entiers, et des fois j'en sortais un, je l'éduquais, je le remettais dans le troupeau. Ça se passait bien, mais bon, il y avait des coups de dents, des coups de sabot, mais globalement ça se passait bien, ils retrouvaient leur harmonie de troupeau assez rapidement. Mais il fallait quand même que j'isole celui-là ou ceux qu'on avait décidé qu'on allait étalonner. Donc là, pareil, l'homme vient les sortir d'un environnement qui est plutôt confortable, et je vais leur demander, même si je fais de l'éducation avant de leur demander de faire des efforts, il va quand même y avoir un effort à fournir, des barres à sauter en l'occurrence pour des chevaux d'obstacle, ou là à gauche c'est un étalon de dressage, où il va falloir qu'il développe des allures, donc il va déjà avoir un travail, donc un fonctionnement physique à avoir, et donc des contraintes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dès le moment où on fait du sport, de la course, peu importe, on va contraindre le cheval, au moins, si ce n'est psychologiquement, au moins physiquement. Même si on le fait de la façon la plus progressive possible, qu'on a une alimentation la plus adaptée possible, il y a une forme de contrainte. Et c'est ce qui va aussi faire la différence entre un cheval de haut niveau et un cheval soit qui n'ira pas, qui ne voudra pas, soit qui ne sera pas performant. Ceux qui vont pouvoir fournir tout de suite un effort mental et physique sans que ça leur coûte ou sans qu'elles soient forcées à le faire.
Parce qu'on peut toujours les forcer, mais souvent les chevaux qu'on force, ou des chevaux qui tirent en course, c'est des chevaux qui cassent. Enfin, je pense que les vétérinaires ne vont pas me contredire. Donc ça veut dire que globalement, il faudrait tout de suite les réorienter. C'est dommage qu'on n'a pas de statistiques là-dessus, parce que ça vaudrait vraiment le coup. Et là, on arrive, pareil, hein, en termes d'éducation et soins, de fréquence de travail, parce que on a toujours nos 2 et 3 ans qui sont auprès, là, qui n'ont pas bougé et qui, eux, attendent qu'on leur trouve une orientation. Mais par contre, pour tous ces cas-là, les soins ont augmenté, la fréquence avec l'homme et le contact avec l'homme a augmenté fortement. Et en plus, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui travaillent le cheval, éduquent, présentent. Et là-dessus, vous rajoutez de multiples prestataires, donc maréchaux, vétérinaires, transporteurs, etc. Donc là, c'est toujours pareil. Si on avait une homogénéité des pratiques, je dirais pourquoi pas. Ça peut être une continuité de ce qu'on a fait à l'élevage. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Souvent, il y a des contraintes temporelles, environnementales, économiques qui font que on n'a pas les mêmes objectifs entre le préparateur, l'éducateur, le présentateur, etc. Donc, c'est très difficile à mesurer, encore une fois. Vous voyez, pareil, une petite statistique, là, 18% des jeunes animaux avant 18 mois présentent un tic à l'appui, à l'ours ou ambulatoire. Encore une fois, si vous laissez le cheval au pré, ça n'arrive pas. Mais d'un autre côté, l'utilisation fait que c'est une réalité. Alors, éducation, travail. Alors là, clairement, c'est ce que j'appelle l'éducation, mais c'est le débourrage, hein, pour le terme plus générique. Comme je vous le disais, il y a un vrai changement environnemental avec une contagion émotionnelle aussi sociale, parce que quand vous êtes dans une écurie jeunes chevaux, il y a plus de vocalises, il y a plus de stress, on a beau faire tout ce qu'on veut, c'est la réalité. Mais par contre, en fonction du temps d'éducation, et ça je le vois, on avait mesuré un peu avec Alice, qu'au bout d'une dizaine de jours, il fallait attendre une dizaine de jours quand même, pour que les cardios qu'on avait relevés reprennent une base normale, on va dire normale, avec des variables bien entendu, mais globalement, ce qui veut dire qu'un débourrage rapide n'est pas souhaitable. Il faudrait un temps d'adaptation environnementale d'abord, avant d'attaquer un travail de l'éducation. Sachant qu'un niveau de stress léger va améliorer la performance 5 minutes, va améliorer la performance dans l'apprentissage et à terme la performance sportive, mais par contre, trop de stress, pas d'apprentissage, ou en tout cas un mauvais rapport à l'homme, ça c'est certain. Bon, alors là, il va falloir que j'aille très vite. Donc je vais passer sur les perceptions en sol et montée, parce que si vous avez des questions après. Les motivations pour le cheval, avec un peu de variabilité du travail, on arrive à lui trouver des motivations, hein. Je vois des chevaux qui ont envie quand j'ouvre la porte du rond. Alors est-ce qu'ils ont envie parce que le rond que vous voyez en haut à gauche, est-ce qu'ils ont envie de sortir parce que le rond est plus difficile que d'aller dehors se promener, ou est-ce qu'ils ont envie d'aller se promener? Ça, je ne sais pas. En général, voilà, il y a un équilibre toujours à respecter. Mais, et les soins, alors là, les soins, en général, pendant le débourrage, alors, on ne va pas parler de ça, mais c'est pareil, il y a un état des lieux à faire de santé, donc qui nécessite un bilan radio, en général, pour des chevaux qui ont une certaine valeur. Donc, éventuellement, une petite visite à la clinique, puisque les chevaux de dressage ont fait le bilan axial, et donc ça se fait en clinique. Donc ça, c'est pareil, c'est d'autres situations qui ne vont pas forcément être positives. Encore une fois, quand vous emmenez des jeunes chevaux pour faire des examens vétérinaires et qu'il y a un stress latent, je conseille plus la sédation que essayer d'éduquer à un endroit où le cheval se met déjà une telle pression que vous n'allez pas faire grand-chose de positif pour lui. Et la sédation est plus rapide, plus efficace, et le temps de soin va être raccourci. Et par contre, rien n'empêche après de préparer à cet événement-là, mais souvent, on n'a pas le temps. Alors, là, ce que je voulais dire là-dessus, parce que là, je ne vais pas pouvoir détailler, c'est qu'il y a un temps d'apprentissage du futur métier, qui est plus ou moins long. Alors, je mets des extrêmes, hein. Ça, c'était des chevaux de cow-boy que j'ai éduqués au Montana pour aller suivre les troupeaux, faire du cutting plutôt naturellement. Donc, globalement, c'est quoi? C'est d'avoir de l'endurance, de ne pas avoir peur de grand-chose. Alors, il fallait quand même attraper des choses au lasso, il y avait un peu d'éducation là-dessus, mais
C'est pas des contraintes mécaniques, biomécaniques en tout cas. Par contre, quand vous formez un cheval de dressage, alors dans le trot, l'endurance, les courses, je m'y connais un petit peu, mais moins. Le trot, c'est pas, enfin, j'y connais rien. L'endurance, moins. Les courses, c'est une bonne idée. Et après, en dressage complet CSO, oui. Pour moi, voilà, les chevaux les plus difficiles à construire et qui doivent tenir la distance pendant toute l'évolution du cycle jeune chevaux, c'est les chevaux de dressage sur qui c'est plus difficile. Plus difficile musculairement, physiquement, mentalement. Il y a des biais, mais voilà. Les soins qui vont avec, mais qui ne sont pas forcément très invasifs à ce stade-là. Et après, on a une phase de maturité, c'est-à-dire que le cheval connaît son travail, il le répète. Donc dès le moment où il le répète, bah alors, soit c'était négatif déjà, et donc il va le répéter avec des émotions plutôt négatives, soit ça devient son quotidien, et la routine est quand même plutôt rassurante pour le cheval en général. Et donc, ça va peut-être même amener la performance. C'est-à-dire que s'il a plutôt un rapport positif à l'homme, qui répète les choses qu'il a acquis physiquement aussi, donc ça lui coûte moins en termes d'effort physique. Pour exemple, là en haut à droite, c'est Corée qui a gagné tous les chevaux que vous voyez là, c'est des chevaux que j'ai débourrés et qui font... Voilà, bien sûr, j'ai mis les gagnants. Alors, sauf bien sûr en bas à gauche. Hein. Ça, c'est pas moi. Et ça, c'était un cheval de loisir en bas à droite. Voilà, les gens voulaient qu'il aille sur la plage, qu'il soit pratique pour tout. En haut à gauche, c'est Dédale de Hus qui a gagné là, en Suède un Grand Prix dressage. Corée qui a gagné avec la Chapelle. Là, c'est Fibonacci sur le 4 étoiles, je ne sais plus où. Et Grand Glory, qui était 3e de l'arc il n'y a pas si longtemps. Alors, je ne l'ai pas débourré, je l'ai eu un petit peu sur la fin. Et en haut à gauche, c'est une jument que j'ai débourrée qui était très bien pour attraper les veaux et les taureaux. Mais bref. Et donc, tout ce conditionnement et cette répétition va faire que vous avez le résultat. C'est-à-dire que soit le cheval est OK pour faire son travail, il a plutôt un rapport positif à l'homme, soit il rechigne encore, il est quand même utilisé, hein, soyons clairs, ou il a un rapport neutre, mais c'est très rare. Je trouve que c'est très rare. Et là, ce qui est important à ce moment-là, et on l'a dit un petit peu, c'est le groom. Sur des chevaux de haut niveau, hein, de obstacle, dressage, CSO, complet, parce que c'est le groom qui va avoir les rapports positifs avec le cheval. Le cavalier va en avoir par moment, mais c'est le groom, et je dis au groom, mais parce que je forme quelques grooms pour les techniques, justement, medical training, un petit peu de choses comme ça. Et je leur dis, mais vous êtes hyper important pour le cheval, c'est un référent. Vous êtes là dans le transport, vous êtes là la nuit, vous allez le recouvrir, vous allez vérifier s'il va bien, etc. Et eux, ils peuvent multiplier les interactions positives constamment. Dès le moment où le cheval est à son niveau d'épreuve, c'est vraiment, entre guillemets, que du bonheur pour le groom. C'est des heures, mais c'est du bonheur. Voilà, et pareil, la fréquence des soins, le groom il sait la gérer parce qu'il sait comment le cheval se comporte lors des soins, les vétérinaires le connaissent, ils connaissent les pathologies à traiter, donc tout est plus facile. Et il me reste rien là. Fin de carrière et retraite. Ce qui est important et ça je l'ai vécu dans les deux sens, ça c'est notre pré des inutiles à gauche. Non, je dis une bêtise, le pré des inutiles à droite. Et au milieu, ça c'est les clones de Poétine, les deux. Ça c'est la maman de Don Juan. Ouais, ça c'est la ponette de mes enfants. Mais globalement, les clones, elles ont 19 ans là. Elles vont bien. C'était des clones de Poétine qui avaient gagné les championnats du monde. Et la maman de Don Juan qu'on avait racheté après, qu'on a gardé parce que voilà, on ne veut pas qu'ils se retrouvent n'importe où. Donc là, elles sont à la retraite. Mais ça, c'est des juments qui n'ont pas fait de compétition. Donc finalement, leur environnement n'a pas changé. Et le prêt des inutiles, c'est ceux qui ont gagné un peu leur croûte et que le propriétaire du haras refusait à vendre parce qu'ils étaient soit inaptes à faire du sport, même de la promenade, c'était trop compliqué. Donc là, on a Daimler, Sans Limite. Bon, bizarrement, c'est que des chevaux de dressage quand même. Hein. Et on a fait une erreur, enfin, c'est pas de ma faute, mais je le prends quand même pour moi. Une fois, on a mis un cheval de dressage, encore une fois, brutalement au pré en disant c'est la fin de sa carrière. Et il l'a très mal vécu. Très mal vécu au point que il s'est amaigri et il a fallu le re-rentrer dans les écuries, etc.
C'est pareil, imaginez-vous un cheval qui a été conditionné toute sa vie à faire de la compétition, qui a été isolé socialement, et d'un coup, on se retrouve à le mettre dans un champ, il n'a jamais été dans un champ, ou très peu, avec d'autres individus pour manger une alimentation qu'il ne connaît pas, l'herbe. Enfin, c'est presque aberrant ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc c'est pareil, ça demande une transition intelligente et en adéquation avec son physique, avec ce dont il a besoin, et avec des contacts sociaux progressifs pour que ça se passe bien. Et c'est souvent dur pour lui. Et c'est pour ça que je comprends les gens qui ne comprennent pas et qui disent « Oui, mais les chevaux, ils aiment faire la compétition. » Non, ils sont conditionnés à le faire, ils ne connaissent que ça. Et vu qu'ils l'ont répété suffisamment de fois, c'est rassurant pour eux. Mais c'est tout. Alors après, ils vont très bien, ceux-là. Ça fait, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Et y a pas de problème, là. Ils ont des codes sociaux normaux. Mais ça aurait été intéressant de voir leurs premières interactions parce que c'était des chevaux qui avaient été isolés, qui n'avaient pas vraiment de contact, qui ont été achetés aux ventes aux enchères au début du haras, donc à 2 ans, donc qui avaient été surpréparés, etc. Donc ça aurait été intéressant, je n'ai pas vu ça. Bon, voilà, désolé, j'étais un peu furtif sur les dernières diapos. Et voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup.